podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue, bon début d'année 2025. C'est l'heure des résolutions, c'est l'heure d'un renouveau. Qui dit début d'année, pour les individus, dit plein de nouvelles résolutions, le gym, les bonnes intentions, bien manger et tout. Nous, aujourd'hui, on transforme ça au niveau corporatif. La bonne intention d'une entreprise de début d'année, souvent, puis c'est pas toujours fait en début d'année calendrier, mais c'est de faire un exercice de planification stratégique. Donc, aujourd'hui, on va parler de planif stratégique avec un expert, pas nécessairement en consultation en planif stratégique, on va le voir plus tard, mais qui a démarré une entreprise qui s'appelle Planivore, qui a aussi une autre entreprise qui s'appelle Mediavore. Alexandre Jalbert, bienvenue. Bonjour, très content d'être là, ça fait plaisir. Ben, c'est le fun que tu sois là. Écoute, je sais que tu voulais mentionner, tu n'es pas un spécialiste qui fait de la consultation d'entreprise pour aider les entreprises à faire leur planification stratégique, mais explique-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à créer une tech qui aide les PME, les organisations, toutes sortes d'organisations à suivre, à mettre en place un cadre, puis à suivre leur planif stratégique? Parfait, bien avec plaisir. Dans le fond, mon parcours professionnel, en bref, je suis quelqu'un qui est plus étudiant en gestion, en marketing, mais j'ai toujours été passionné par la technologie. Donc, ça fait longtemps que je baigne dans cet univers-là. Depuis très, très jeune, là, j'ai toujours été un peu geek. Et puis, dans le fond, mon entreprise que tu as nommée Mediavore, elle existe depuis 10 ans. Donc, on est d'une boîte qui fait du développement logiciel. Donc, de fil en aiguille, on a travaillé sur différents projets. Puis est arrivé à nous un projet à un moment donné de faire un outil pour le suivi du plan stratégique. C'était le Collège UNSIC, dans le fond, qui nous a approchés pour développer ça. Et puis, on a vu un réel problème dans le marché ou un gap qui était d'avoir cet outil-là d'exécution parce que tout se faisait dans Excel. Donc, on a co-créé ce produit-là avec le Collège UNSIC. Et puis, après l'avoir implanté, testé avec eux, on s'est rendu compte que ça collait vraiment bien, ça répondait bien aux besoins. La courbe d'apprentissage était rapide. Donc, c'est vraiment, les gens ont beaucoup adoré versus les bons vieux fichiers Excel et PDF. Et là, ben, rapidement, on s'est dit, ben, prenons ce produit-là qui est un peu plus sur mesure, faisons un produit, je ne sais pas comment dire le nom, mais faisons un produit qui, on peut après ça rendre disponible à plein d'autres types d'organisations. Donc maintenant, on a des clients dans l'institutionnel autres comme des municipalités, commissions scolaires, universités, plusieurs collèges au Québec, mais on a aussi des OBNL, des associations, on commencerait avec des autres professionnels, quelques PME également. Donc voilà, c'est pas mal ce qu'on fait. Souvent, la planif, puis je pense que le besoin que vous avez perçu venait aussi de la reddition de compte. On parlait hors d'onde des CA dans ces organisations-là, dans l'institutionnel, dans les OBNL, il y a toujours un CA, municipalité, la même chose. Donc, il est demandé par ces cellules-là qui regardent l'organisation, des comptes sur premièrement, de faire une planif stratégique, deuxièmement, de où on est rendu avec la planif stratégique. Fait que c'est vraiment de là que vous êtes parti là, avec Planivore, c'est bien ça? Oui, bien en fait, il y avait plusieurs besoins à ce niveau-là de faire la reddition de comptes au conseil d'administration ou à différents comités, ça en fait partie, parce que souvent, ce travail-là était fait par une personne qui essayait de tout centraliser l'information de plusieurs sources, de plusieurs départements ou directions d'une organisation, puis après ça, de communiquer ça, générer des rapports, un peu manuellement, puis rendre compte au CA. Parce que le CA s'attend à savoir comment ça avance de façon générale dans la vision plus long terme, qui est le plan stratégique.
Mais donc ça, c'est un élément qu'on est venu résoudre à travers l'outil. Mais l'autre élément qui est vraiment intéressant, c'est que la planification stratégique, qui est absolument la vision plus long terme, dans une institution comme un cégep, c'est du 5 ans, souvent, c'est du quinquennal. Dans une PME, ça va être du 2 ans au maximum maintenant, là, parce que ça bouge tellement vite. Donc, ce qu'on va voir, c'est de pouvoir faire le suivi de ce plan stratégique-là, donc avec nos indicateurs, nos objectifs, nos fameux KPI, mais aussi de pouvoir lier des plans d'action. Donc, de dire, OK, cette année, voici mon plan d'action annuel et voici quel élément va venir répondre à ma vision long terme et comment je peux attacher ça. Puis ça, d'avoir tout ça dans un même endroit, dans un même tableau de bord, si on veut, ça facilite vraiment la reddition de compte, mais ça facilite surtout l'exécution. Parce que les gens sont beaucoup plus mobilisés à dire hey, « je vais faire avancer mes projets », puis je vois que ça impacte mes objectifs, mes grandes orientations à plus long terme. Par rapport à la planif comme telle, je veux dire. Si on revient un petit peu en arrière, peut-être juste parce que je pense que peut-être pas tout le monde qui a la même vision d'une planif stratégique. Pour toi, c'est quoi une bonne planification stratégique? C'est quoi les ingrédients de base? Oui, en fait, une bonne planification stratégique, je pense que ça part d'une bonne réflexion sur l'organisation, dépendamment d'où est son stade. Là. Dans la croissance, si on parle d'une PME, ça peut être est-ce qu'elle est en croissance, en décroissance, en stagnation, en démarrage, etc. Il faut regarder d'où on vient, il faut regarder où on est en ce moment puis où on veut aller. Et à partir de là, en réfléchissant souvent avec l'ensemble des membres de l'équipe, souvent c'est des bonnes pratiques de regarder un peu, d'amener les gens dans la réflexion. La réflexion, c'est de regarder c'est quoi nos enjeux. Dans le fond, actuellement, souvent ça part de là. Des fois, on va jusqu'à revoir la raison d'être, le pourquoi on est en affaires, pourquoi on fait ça, notre mission, vision, valeur, le fameux classique à ce niveau-là. Ça fait partie souvent de la planif stratégique. Mais après ça, on va regarder nos enjeux. Souvent, pour faire ça, on utilise des outils comme le SWOT qui est bien connu, là, avec les forces-faiblesses à l'interne, opportunités, menaces en externe. On peut des fois utiliser le modèle Business Model Canva, le BMC, pour comprendre un peu l'organisation, notre modèle est rendu où. Et on va déterminer nos enjeux. Puis à partir des enjeux, on va découler des grandes orientations, qui est vraiment la vision plus long terme, duquel découlent les objectifs, puis duquel découlent souvent des indicateurs justement qu'on veut aller réaliser. Fait que c'est vraiment ça le processus, je dirais, habituel, mais il n'y a pas une formule universelle parce qu'il y a plusieurs méthodologies qui existent, surtout dans différents types d'organisations pour s'organiser au niveau de la stratégie. Mais je dirais que c'est pas mal les ingrédients là, de base pour... Donc, objectif, enjeu, plan d'action, autrement dit, pour atteindre certains milestones qui vont être définis par la planif stratégique aussi. J'imagine si on veut avoir réglé certains enjeux d'ici 6 mois, 1 an, donc faut avoir progressé. Faut démontrer une progression, autrement dit, dans certains autres meetings où on va se faire un retour sur la planif. Oui. C'est un bon point. Dans le fond, si on a une super bonne planif stratégique, mais qu'on n'a pas de plan d'action qui en découle, notre planif risque de pas servir à grand-chose parce qu'on n'est pas capable de l'opérationnaliser. Donc, oui, après ça prend des plans d'action qui vont, eux, permettre de réaliser nos objectifs puis de nos indicateurs, finalement. Là. Donc, si on a visé tel taux de croissance au niveau des ventes ou un meilleur taux de satisfaction de nos clients ou un meilleur engagement des employés, il faut que des actions concrètes puissent permettre de mesurer ça avec des KPI qui sont SMART, donc des objectifs SMART. OK. C'est quoi les étapes que tu recommandes de mettre en place? Tu vois quand même vous avez plusieurs clients chez Planivore. Est-ce que tu es au courant des étapes qu'ils ont mis en place pour arriver avec une planif stratégique qui est couchée sur, on va dire, papier premièrement, avant d'être opérationnalisé dans un outil technologique? C'est quoi les principales étapes que tu vois habituellement? Le processus va varier d'une organisation à l'autre. Souvent, avant d'avoir un plan stratégique, on fait un exercice de planification stratégique. Puis cet exercice-là peut varier d'une organisation à l'autre de 2 à 6 mois. Ça va dépendre aussi de la maturité. Est-ce que c'est la première planif stratégique qu'on fait ou non?
Il y en a qui vont le faire à l'interne, à 100%, parce qu'ils ont des gens qui sont très mobilisés. Ils ont un conseil d'administration aussi qui est là pour guider un peu ce qu'ils souhaitent voir dans une planète stratégique dans la démarche. Puis après ça, il y a des gens qui vont aller avec des consultants, justement. Nous, on travaille souvent avec ces consultants-là. Et l'avantage, c'est qu'ils peuvent vraiment encore là guider, surtout quand c'est une première planif, de qu'est-ce qu'on doit faire, puis surtout des ateliers qui permettent de réfléchir. Parce que quand on vient le temps de se regarder le nombril puis de réfléchir à justement nos enjeux et tout, si on est trop confortable un peu puis qu'on n'a pas quelqu'un qui vient nous challenger, des fois on va rester dans le confort de nos pantoufles là, bien dufteuses, là, puis on va pas essayer de vraiment changer les choses, là. Fait que la complaisance peut être l'ennemi un peu, là, une bonne planif efficace à ce niveau-là. Oui. Fait que l'utilisation, OK, tu travailles avec des consultants, c'est intéressant. Est-ce qu'ils te font part des erreurs les plus courantes, tu sais, dans l'élaboration d'un plan stratégique? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois arriver qui apparaissent évidentes parce que vous aidez vos clients, j'imagine, à les intégrer dans certains modèles, là, dans un certain canevas? Est-ce qu'il y a des erreurs courantes que tu vois? Oui, il y en a quand même plusieurs. Une des erreurs qu'on voit souvent, surtout maintenant, c'est d'avoir des planifications stratégiques trop lourdes, trop grandes, avec beaucoup de détails, beaucoup d'actions, d'objectifs. Et là, ça devient difficile à suivre. Ça donne pas le goût non plus, là, parce qu'il y a tellement d'objectifs à réaliser qu'à un moment donné, les gens se détachent de ça, décrochent. Donc, c'est d'essayer de garder ça le plus focus, donc par rapport à quelque chose qui est très réalisable. Ça, c'est une des choses, surtout avec, par exemple, entre autres, l'avènement de l'intelligence artificielle. Si on a des objectifs sur, je parlais tantôt d'un horizon 5 ans, 5 ans, juste avec l'intelligence artificielle, c'est un siècle là, maintenant. Là. On s'entend, là, on n'est pas dans la même horizon. L'autre chose, c'est d'avoir des objectifs qui sont mesurables, comme je disais tantôt. Donc, moi, j'ai vu plein de planifs stratégiques, surtout dans l'entreprise, là, dans la PME, où il y avait des objectifs qui n'étaient pas mesurables. Donc, on veut être les meilleurs dans ça ou être numéro 1. Oui, mais okay, ouais. Concrètement, c'est quoi? C'est-tu tel pourcentage de part de marché? C'est-tu bon? Donc, ça, c'est une erreur aussi qui est faite souvent. Puis, je dirais la dernière, c'est de ne pas avoir réfléchi à comment on va l'exécuter après. Parce que c'était bien beau, là, quand on l'a fait, on a un beau PDF ou un beau fichier Excel avec notre plan, mais après, c'est comment qu'on mobilise les gens à l'exécuter, à avoir l'alignement pour que tout le monde embarque là-dedans. Là. OK. Puis au niveau, de la technologie, là, tu vois ce qui se passe. Évidemment, la techno, c'est pas tout, là. On sait, là, il y a de la gestion du changement. Donc, si on parle un peu de Planivore là-dedans, dans un outil de gestion de suivi, c'est quoi les principaux défis que les gens rencontrent, même en utilisant cet outil-là? Oui. C'est sûr que quand on implante un nouvel outil, il y a déjà une gestion de changement. Donc, il faut apprendre à les gens à travailler avec un outil, à dire, tu vas aller mettre à jour ta donnée là-dedans. Donc, il faut, mobiliser les gens, dire, on va changer un peu la façon de faire, on va aller mettre à jour la donnée là-dedans. L'autre chose qui demeure toujours un défi, c'est que les gens le fassent avec une fréquence qui, je dirais, satisfaisante. Puis là, le niveau satisfaisant est différent dans différents types d'organisations. Je vais vous donner un exemple. Nous, dans Planivore, ce qu'on fait, c'est que, supposons qu'on a une planif stratégique sur 3 ans, mais on va laisser les gens décider est-ce que le cycle de reddition de compte qu'ils veulent, donc à la fréquence à laquelle ils veulent aller mettre à jour la donnée, comment ça avance, est-ce que ça va bien ou pas bien, tout ça. Est-ce qu'ils veulent 1 fois par année, 2 fois par année, 1 fois par trimestre, 1 fois par mois? Donc, ça, c'est décidé au départ quand on implante un outil, mais il faut que tout le monde embarque là-dedans. Si on décide qu'on le fait les suivis 1 fois par mois ou 1 fois par trimestre, il faut que les gens le mettent à jour. Donc, notre travail à nous, avec un outil comme Planivore, c'est d'essayer d'aller poker les gens, c'est de les ramener puis de leur dire « Hey, c'est le temps maintenant d'aller mettre à jour. » Fait qu'on travaille beaucoup sur ce volet-là de notification, d'intégration dans les outils de tous les jours. OK, vous le faites ça selon le plan qui est décidé déjà avec l'organisation. En fait, vous chargez, mais l'outil charge. Il faut préprogrammer des relances pour que les gens pensent à venir insérer les données ou insérer les suivis qualitatifs là, sur la planification, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, on va le faire là, par courriel ou ça peut être dans Teams ou dans Planner si les gens utilisent la suite Microsoft pour aller vraiment intégrer ça dans les outils qu'ils utilisent tous les jours. Puis après ça, le niveau de détail, ça, c'est encore là l'organisation qui décide. Est-ce que on a des clients, par exemple, qui obligent à chaque fois qu'il y a un indicateur qui est mis à jour, de le documenter avec des notes aussi. Donc, encore là, pour certains gens, ça va peut-être être créer des gens qui vont être réfractaires, puis ça demande trop de réédition de compte, trop de travail. Fait que nous, on le rend le plus simple possible, puis après ça, on peut choisir à quel niveau on va aller dans le détail. Là. Tu parlais d'intelligence artificielle tantôt. Y en a-tu d'intégré dans l'outil de suivi? Oui, c'est une bonne question. En fait, là, on intègre actuellement, là, on se parle, on est en novembre, octobre, en fait, là, mais on va utiliser plus en début d'année 25. Dans le fond, actuellement, on est en train de finaliser l'intégration de OpenAI. On est dans un incubateur de Microsoft, donc on a accès à la technologie. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est, dans un premier temps, d'aider à la création d'une structure de planification stratégique. On l'a mis en place plus pour des petites organisations comme des fondations, des petites OBNL qui n'ont pas nécessairement des ressources internes ou des budgets pour aller à l'externe au niveau de certains consultants. Donc, ça ne fait pas le plan stratégique qui est prêt à imprimer ou en tout cas sauvegarder en PDF, pas imprimer d'un coup. Mais le but, c'est que ça donne une base. Après ça, ce qu'on est aussi en train de faire avec nos clients existants au niveau de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va analyser les plans stratégiques et on va proposer des indicateurs. Parce que ça, c'est souvent un pain. Là. Les gens disent, j'ai de la misère à trouver mes bons indicateurs. Donc, on les aide à faire ça, puis ça les génère visuellement. OK, à partir de ce qu'ils ont mis comme objectif, ils sont capables de définir, de breakdown là, plusieurs indicateurs. Exactement. OK. Le dernier élément qui, pour moi, c'est un des plus intéressants, c'est qu'on analyse, une fois qu'on a de la donnée pas mal dans le plan stratégique, on sait, tel élément a été problématique, l'autre plus rapide que prévu, qui l'a fait et tout. Là, on va être capable de dire pour ton prochain plan d'action, l'an prochain, propose-moi des actions qui sont intéressantes à faire par département ou direction, puis inspire-toi de ce qui a bien été, puis ce qui a moins bien été pour me proposer des actions qui vont être réalisées dans la suite. Fait que ça, c'est intéressant. Là. Ah c'est le fun. Fait que ça vient se baser sur les plans stratégiques des années précédentes, autrement dit. Ouais. Puis, es-tu capable de nous donner un exemple d'implantation, de suivi, puis voir en quoi aussi tu as été capable de voir, d'observer que ça a soutenu soit la croissance, l'atteinte des objectifs, peu importe la réalisation de certains projets, le concret là, d'une implantation? As-tu un exemple à nous faire part? En fait, on a plusieurs clients qu'on accompagne que j'ai pu voir. En fait, l'outil va aider vraiment à exécuter les choses, mais je pense que si on prend un pas de recul en premier puis on regarde les gens qui ont une planning stratégique versus ceux qui n'en ont pas, les statistiques montrent que, j'ai pas les chiffres là, mais on pourra le retrouver pour les notes du podcast, mais en fin de compte, les organisations qui ont des plans stratégiques ont beaucoup plus de chances de réaliser en général leurs objectifs parce qu'ils sont prévus, ils sont suivis de façon, après ça, organisée. Puis le fait de pouvoir les communiquer à l'équipe, le fait d'avoir un tableau de bord ou un endroit du moins où on peut communiquer au reste de l'équipe où on est rendu, puis comment ça va, je pense que c'est quasiment 75% plus de chances d'atteindre nos objectifs. Là. Donc d'avoir cette transparence-là, ça augmente beaucoup les résultats. Après, dans nous, les gens qu'on a accompagnés, on voit, nous, en se connectant à l'avancement, donc on voit les plans stratégiques s'exécuter en fonction des plans d'action qui ont été mis en place. Je dirais que dans la culture institutionnelle, les gens avaient pas mal déjà cette habitude-là, donc notre outil permet surtout de les organiser. Mais quand on parle avec des plus petites OBNL avec qui on a travaillé, eux le voient vraiment à quel point l'outil leur a facilité la vie pour réaliser leur projet, mais aussi faire la reddition de compte à leurs bailleurs de fonds, à tous les gens avec qui, le conseil d'administration à qui ils doivent rendre compte. Là. Donc, pas perdre nécessairement le nord de l'orientation qui a été pris en début d'année aussi, j'imagine. Oui, exact. C'est un des plus grands, en fait, avantages aussi, on n'a pas parlé tantôt, mais d'avoir une planification stratégique, c'est d'éviter un peu
qu'on appelle l'errance, là, c'est-à-dire que de dire, ben OK, mon entreprise, on a tel objectif, mais là, 3 mois après, nos objectifs changent parce qu'il arrive telle situation à l'interne ou à l'externe de l'organisation, puis on perd le focus, on change le cap tout le temps. Dans ce temps-là, on n'atteint rien parce qu'on est tout le temps en train de s'adapter, de modifier tout. Fait que je pense que c'est ça aussi qui aide énormément. C'est ce que ça vient combler comme défi, comme tel. Y a-t-il d'autres choses que tu vois? On n'a pas de stats nécessairement hein, sur la présence ou, je veux dire, la présence d'une planification stratégique dans les PME comme tel. Je ne sais pas, as-tu des stats là-dessus? Je te prends à pied plat un peu, là, mais... Oui, ben j'ai pas une stat globale, mais j'ai une stat que je me souviens parce que je suis allé il y a pas si longtemps dans un événement qui était plus pour les manufacturiers. Et là, on parlait de PME manufacturière au Québec, donc c'est un échantillon, mais ça donne une idée quand même. C'était à peu près 50% des PME manufacturières au Québec qui ont une planif stratégique. Mais l'enjeu là-dessus, puis sur rien, ce que je disais tantôt, c'est que sur ces 50%-là, il y en a à peu près encore là la moitié qui ont réellement des indicateurs de suivi qui sont avec qui sont chiffrés surtout, qui sont vraiment mesurables, chiffrés. Donc, ça fait en sorte que, je pense qu'il y a encore un gap à aller chercher. Puis c'est sûr que dans de la grande organisation, ben là, c'est un petit peu plus suivi, c'est plus commun parce que les CA sont très bien instaurés, les gens sont habitués. Mais moi, je remarque que dans des PME de plus petite taille, qui ont une très forte croissance en ce moment. Si on parle avec les directions générales, souvent, ils ont des plans stratégiques, puis utilisent des façons de le faire qui sont très simples. On revient à la base, là, agile. Il y a la méthode OKR là, qui est bien connue, qui vient un peu plus de la Californie, qui est un peu la méthode Google et tout ça, là, qui avait été ici, qui est Objective Key Result. Donc, ça, c'est très, très concret avec des suivis trimestriels, mensuel. Après ça, tu décides qu'est-ce que tu revois. Tu fais des révisions régulièrement. Ça, c'est des bonnes pratiques. Je me suis égaré un peu de la question, mais... Non, exactement, mais c'est parce que je cherchais à avoir ton œil sur l'industrie, sur le portrait. On s'intéresse beaucoup à la PME dans le podcast, puis moi, je ne veux pas nécessairement de stats là-dessus, mais c'est intéressant parce que dans le fond, ton exemple au niveau des manufacturiers, puis là, on ne vise pas les manufacturiers comme des mauvais enfants d'école, là, des mauvais élèves, mais ça démontre que dans le fond, 50%, ça voudrait dire 50% des PME n'ont pas de planning stratégique, puis parmi ceux qui en ont, il y a juste la moitié qui la suivent et qui sont dotés d'outils pour la suivre réellement. Pas nécessairement d'outils technologiques, là, mais de tableaux de bord avec des indicateurs précis pour être capable de le suivre. Ouais. Nous, dans notre petite agence, on en a une plano stratégique, on sait doter d'indicateurs. C'est pas parfait, mais oui, il y a des meetings trimestriels pour voir où est-ce qu'on est rendu, tout ça. Puis je le savais, on dirait instinctivement qu'on n'est pas nécessairement dans la normale. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, pour parler à mes collègues entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'en font pas nécessairement de planning stratégique. Oui, ils vont avoir des objectifs là, de vente, par exemple, mais ça va s'arrêter là. Ça touche plus que ça. Une planif, ça va toucher le volet opération, les enjeux au niveau des RH, des finances, peu importe. Là, Fait que ça adresse, dans le fond, c'est de la façon que c'est segmenté au niveau de la plateforme, ça adresse chacun aussi des départements, j'imagine. Oui, exact. Ben en fait, il y a plusieurs façons. Dans la façon que nous, on le fait, il y a une grande flexibilité parce que je parlais tantôt des modèles, le modèle OKR, mais il y a des modèles où c'est beaucoup plus granulaire. Nous, on permet d'adapter la structure et le lexique dans la plateforme. Donc, il y a des gens, je vais donner un exemple, dans l'entreprise, ils appellent ça des départements. Dans des collèges, c'est des directions. Puis dans des municipalités, c'est des services. Donc, tout ça, c'est du lexique qu'on est capable de modifier. Il y a des planifs stratégiques qui ont 3 niveaux de granularité. Il y en a qui en ont 4. Donc, tout ça, ça peut bouger dans l'outil. Puis encore là, ben, quand on met à place des plans d'action, ben, il y en a qui vont appeler ça, des chantiers, des projets. Il y en a qui vont utiliser de façon très granulaire des projets avec des sous-tâches. Un peu comme dans Microsoft Planner, là, il y a comme des cartes avec des checklists qu'on peut remplir. Donc, il y en a qui vont utiliser ça, mais il y en a qui vont dire, ben non, moi, je veux juste plus à haut niveau des grandes actions qui vont impacter mon plan stratégique.
Il y en a qui vont se mettre un paquet d'indicateurs très personnalisés, puis il y en a qui vont utiliser plus des éléments de base qu'on a mis en place. Donc, on est allé avec un bon échantillon de clients qui avaient différentes tailles et différents besoins. On a réussi à plus l'universaliser la façon d'utiliser la plateforme. Mais je dirais que le fameux lexique, là, c'est ce qui est le plus changeant. Parce que même dans les mêmes types d'organisations, il y en a qui appellent ça des orientations, il y en a qui appellent ça des axes, des piliers. C'est vrai qu'on a tous nos mots-clés favoris. Là. Tout ça, vous êtes capable de modifier ça, dans le fond, parce que au niveau de la structure, vous l'avez divisé de la bonne façon. Après ça, c'est les champs à changer, tout simplement. Ouais. Ben, en fait, même les clients eux-mêmes, là, dans le tableau de bord admin, peuvent tout changer ça. Leur liste de départements, justement, aussi. Leur gouvernance. Est-ce qu'ils ont des comités, conseils d'administration, comités aviseurs ou quoi que ce soit. Donc, ils peuvent tout changer ça. Curieux, une implantation d'un outil comme Planivore, une PME, je sais pas moi, moins de 50 employés, implanter ça, le délai, c'est quoi? Ben, en fait, ça va dépendre de s'ils ont déjà fait leur planif stratégique. Parce que nous, on a des cas où les gens nous approchent, là, ils viennent de finir leur exercice, ils ont leur plan stratégique, sont prêts à le mettre en place. Habituellement, dans ce temps-là, en 3-4 semaines, on a implanté leur plan stratégique. Parce qu'on offre dans le fond une option, une version en libre service, un essai gratuit que les gens peuvent le faire tout par eux-mêmes. Ça, c'est disponible déjà. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent l'implantation, l'accompagnement qu'on offre pour rentrer leur plan stratégique, former leur équipe, puis avoir un petit kick-off pour partir. Fait que ça va être 3-4 semaines. Donc, c'est assez rapide. Parce que la première semaine, on le rentre, puis on fait la formation, on fait un autre suivi, une deuxième formation, des fois un plus grand nombre d'utilisateurs. Mais il y a d'autres cas où les gens viennent vers nous pendant qu'ils font leur réflexion, leur planif stratégique. Puis ça, c'est quand même intéressant aussi parce que on leur permet de voir le potentiel de ce que l'outil va permettre de suivre, puis comment ils vont pouvoir le faire. Puis on n'est pas en train de dire, ben change ta façon de faire dans ta planif stratégique pour suivre un modèle d'un outil, c'est pas ça le but, là. Mais plutôt vois le potentiel de ce qu'un outil comme Planivore peut te permettre de faire, comme gestion d'indicateurs et tout. Fait que, c'est pour ça que tantôt je parlais des consultants. On a des consultants maintenant qui ont intégré notre outil dans leur offre de service. Okay. Donc, dès le départ, le client sait qu'il va avoir un outil qui va permettre de faire le suivi, puis il comprend que la structure qu'il y a actuellement de données va ressembler à ça dans un outil de suivi. Puis les consultants vont avoir leur propre méthodologie, dans le fond, intégrée. Est-ce que la méthode, tu parlais de la méthode Google tantôt, est-ce que vous avez différentes méthodologies en template dans l'outil comme tel, dans Planivore? Oui, bien ça, c'est quelque chose qu'on regarde à travailler, d'avoir des templates de base. Pour l'instant, dans l'essai gratuit, on génère quand même des modèles, des templates pour que les gens puissent partir, mais c'est pas basé sur des grandes méthodologies. Okay. Ce que nous, on regarde avec nos partenaires, qui sont justement les consultants, c'est plutôt d'avoir leur modèle à eux, avec leur lexique, qu'ils peuvent copier d'un client à l'autre, puis déployer, puis qu'ils puissent avoir un beau tableau de bord où ils peuvent suivre leurs clients, puis leur dire « Hey, tu n'es pas en train de réaliser ton plan stratégique », puis aller mieux les accompagner par la suite là, dans l'exécution. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que comme je disais, pour le début de l'année, poursuivre ses ambitions finalement, hein, parce que ça détermine aussi où est-ce qu'on va aller. Moi, je dis souvent, si on ne détermine pas où est-ce qu'on va aller, on va arriver quelque part. Et ça se peut que ça soit nulle part. Donc, ça sert à ça. Ben écoute, merci beaucoup. Je pense que on fait un beau tour d'horizon. Puis en fait, bon succès pour la poursuite de Planivore. C'est pas hyper vieux, là, votre parce que Mediavore existe depuis plus longtemps. Oui, exact. Oui, Mediavore, ça fait 10 ans. Planivore, ça fait un peu plus de 3 ans. Mais là, on arrive vraiment je pense, à un bon moment post-pandémique, là, où la planification stratégique, la révision de tout ça devient vraiment important dans toutes les organisations. Puis on a une belle traction, là. On est super contents. Donc, on va souhaiter beaucoup de succès, comme tu dis, en espérant que ça fonctionne aussi bien qu'on veut. Ben, excellent. Puis écoute, comme d'habitude, on vous inclut, là, on inclut comment te rejoindre, comment aussi s'informer à propos de votre entreprise, donc les produits qu'elle offre, dans notre checklist. Donc, un gros merci, Alexandre, d'être passé aujourd'hui. C'était vraiment éclairant. Merci à toi pour l'invitation. C'est super apprécié.
C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.